Donc, le monkeypox, donc, ce qu'on appelle aussi la variole du singe, c'est un virus qui est cousin de la variole, en fait, de l'ancienne variole des années 50, qui est une variante, on va dire, moins virulente, puisqu'il y avait une mortalité qui pouvait aller jusqu'à 10% à l'époque. Actuellement, il y a une notion de mortalité entre 1 et 10% qui correspond vraiment, enfin, qui est corrélée en fait aux conditions de vie des personnes qui peuvent être infectées. À l'heure actuelle, en France, il y a eu 0 décès, des cas graves, aucun à ma connaissance, et des hospitalisations, en fait, assez peu. Donc, c'est une maladie contagieuse, potentiellement grave, mais de façon très rare, hein, vraiment anecdotique, et c'est surtout corrélé voilà, aux conditions de vie générales. Je ne sais pas si j'ai le contrôle, moi, sur les diapos. Non, bah, je t'ai passé. Dis-moi quand je t'ai passé. D'accord, merci. Donc, en gros, les cas de variole du singe, on les suspectait des cas au retour de voyage en Afrique centrale ou Afrique de l'Ouest, donc typiquement Nigeria, Congo, Cameroun, par contact avec des rongeurs à l'orée des forêts, donc dans les pays endémiques, ou par contact avec des personnes infectées, donc soit par contact physique, soit par partage du linge ou par contact avec du linge, donc du linge de lit, linge de toilette. Et en mai 2022, on s'est aperçu qu'il y avait des cas groupés sans notion de voyage en zone endémique, et notamment qui auraient commencé en Espagne, aux Canaries, lors de réunions festives orientées HSH. Puis, suite à ces réunions, il y a ces cas groupés, il y a une diffusion, on va dire, assez occidentale, donc ce qui est Amérique et Europe. Tu peux passer. Donc, l'hôte naturel du monkeypox, c'est les petits rongeurs, donc c'est les écureuils, des rats de Gambie, des loirs africains et les singes. Et ils infectent l'humain par contact avec du sang, par contact avec des liquides biologiques ou des lésions cutanées ou des muqueuses d'animaux infectés, donc typiquement morsures, griffures d'animal. La transmission, ensuite, elle peut aussi se faire d'humain à humain. On va parler des modes de transmission entre humains après, donc par notamment la salive, les liquides biologiques et surtout le contact peau à peau, cutané. Passer. Donc la question aussi se pose dans l'autre sens de la transmission de l'humain à l'animal. Donc il n'y a pas beaucoup de données en fait qui existent. De ce que j'ai trouvé comme document officiel, c'est que les lagomorphes, donc les lapins et les lièvres, seraient réceptifs et sensibles au virus, donc au monkeypox, dans le sens humain vers l'animal, en conditions expérimentales, surtout les jeunes lagomorphes, et notamment au niveau chez les animaux de compagnie, puisqu'il y a des contacts plus fréquents et plus prolongés. Et tout ça, ça relève de l'expérimentation. Donc, c'est des données qui sont scientifiques et ce n'est pas des données vie réelle. Pour les écureuils, c'est pareil, puisque les écureuils et les chiens de prairie, donc les chiens de prairie, c'est entre un écureuil et un rat, petit animal donc, qui n'est pas bien beau, enfin peu importe, qui sont réceptifs et sensibles pareil, à ces virus. Mais c'est difficile d'estimer l'infection puisque c'est des animaux qui est difficile d'approcher et qui ne sont pas en vente libre, donc qui ne sont pas des animaux domestiques. Pour les rongeurs de compagnie, donc les rats, les souris, les hamsters, les cobayes, ils semblent peu réceptifs à l'âge adulte et pourraient l'être pour les animaux plus jeunes. Et pour les furets et les chiens, on ne sait pas du tout. Et pour les chats, il y a eu une étude sérologique, donc on a fait des sérologies chez des chats et c'était négatif. En tout cas, à l'heure actuelle, on n'en sait trop rien, même s'il n'y a eu aucun cas à rapporter. Donc à l'heure actuelle, le conseil, c'est de confier les chats et les chiens aux voisins ou aux amis pendant la période de contagiosité pour des humains infectés qui ont donc des animaux chez eux, pour éviter les infections par contiguïté, donc sur les pelages des animaux, et pour éviter de transmettre aux animaux dans l'absence de données réelles à ce niveau. Du coup, d'humain à humain, comment se fait la transmission? On aime à rappeler que du coup, le monkeypox n'est pas une IST, mais par contre, les rapports sexuels réunissent vraiment toutes les conditions pour transmettre le monkeypox. Notamment, pourquoi? Puisqu'on parlait des liquides biologiques, les gouttelettes, la salive, en cas d'éternuement aussi, et surtout les lésions cutanées et les muqueuses si on est en contact avec ces lésions. Donc effectivement, quand on a un rapport sexuel, ben, on est
en général en contact avec de la salive, en contact avec la peau des personnes, et ce qui permet effectivement la transmission du monkeypox. On parle aussi de face à face, un peu comme avec la Covid, mais là, on parlerait plutôt de long face à face pour le monkeypox, dans une pièce fermée, non ventilée. Quand on parle de contact physique, il ne faut pas oublier aussi les contacts hors contact sexuel. Par exemple, nous, à Lyon, on nous a remonté des clusters de personnes en boîte de nuit qui dansent torse nu et effectivement qui, du coup, qui se frottent parce qu'ils sont enfin, qui se frottent, qui dansent et que leur peau se touche lors de la soirée. Effectivement, il y a des clusters qui peuvent se faire par contact, par ce genre de contact. Jordan vous a aussi dit juste un petit peu avant, tout le partage de linge, tout ce qui est les vêtements, mais aussi les linges de toilette, les linges de lit, ce qui peut du coup être problématique, notamment dans des centres, des centres de vie où les gens vivent en communauté, en fait, que ce soit en colocation ou que ce soit dans des associations qui prennent en charge des personnes, dans des CADA, où là, effectivement, l'isolement sera vraiment important et faire attention, effectivement, les gens qui vivent et qui peuvent se prêter le matériel. On peut penser aussi à des squats où effectivement, la proximité peut être problématique en cas de pour transmettre le monkeypox. Du coup, Jordan. Ouais, j'ai eu un exemple ce matin d'un patient qui a consulté pour une suspicion de monkeypox, qui avait les lésions assez typiques. Et lui, c'était dans un Airbnb. Il a changé le linge de lit et les serviettes de toilette donc de clients. Et il s'est contaminé probablement à ce décours-là, puisqu'il n'a eu aucun autre contact à risque. En tout cas, on n'a rien trouvé dans son histoire récente. Donc, ce n'est pas comme avec le Covid où on pensait qu'il y avait un contact important par la peau, par les surfaces, et qui finalement s'est révélé assez peu infectant. Chez le monkeypox, c'est vraiment important, la transmission par le contact. Donc, en termes de chronologie, la chronologie, elle est assez stéréotypée, mais bon, il y a toujours des exceptions. Donc, à partir de la contamination, l'incubation, elle est de 5 à 21 jours. En moyenne, c'est un peu moins de 2 semaines. Ça va commencer par un syndrome grippal, donc une fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires de type courbature, une fatigue et des ganglions. Ganglions plutôt diffus et souvent au niveau de la gorge. 1 à 3 jours après la fièvre, va se développer une éruption cutanée. Souvent, ça commence par le visage, puis ça se diffuse vers les autres parties du corps, mais aussi ça peut commencer par des lésions génitales, et c'est même ce qu'on voit le plus souvent quand c'est des personnes HSH qui se sont contaminées. Donc ça peut commencer de boutons sur le faux de la verge, par exemple, et puis les boutons vont se diffuser, ou pas d'ailleurs. Et il y a aussi des cas atypiques où, par exemple, le patient que j'ai vu ce matin, jamais vacciné, il n'a pas fait de fièvre, pas de maux de tête, en fait rien, il a juste 2 boutons au niveau génital et des boutons qui sont vraiment typiques et donc qui ressemblent à ceux qu'on voit en photo. Donc c'est des vésicules, donc c'est des boutons avec du liquide à l'intérieur qui sont sensibles, qui peuvent être douloureux, mais ce n'est pas toujours le cas, qui ne grattent pas trop en général. Et il n'y a pas des lésions d'âge différents comme dans la varicelle, on voit des croûtes, donc des lésions quasi cicatrisées et des nouvelles lésions. Le monkeypox, c'est dans une poussée quasi contemporaine. Donc les lésions, elles ressemblent à cette vésicule blanc avec un liquide un peu purulent et un centre un peu brun. Et voilà, avec un pourtour un peu inflammatoire. Donc là, la photo que montre Vivien, c'est au niveau du pli inguinal. Et les photos, donc ça, c'est une photo vie réelle. La photo de gauche, c'est une lésion sur la main. Donc ça ressemble à une petite ulcération banale de quelques millimètres. On dirait même un bouton avec une croûte grattée. Donc ça, c'était aussi un monkeypox qui n'est pas très spécifique. Et en bas à droite, c'est des photos d'un bouquin de dermato, mais qui sont très parlantes et qui sont vraiment ce qu'on voit en vie réelle. Donc il peut y avoir un bouton ou plusieurs boutons presque confluents, ce qu'on voit sur la photo en haut à gauche. Et en bas à gauche, c'est une photo muqueuse. Alors j'avoue que je ne sais pas trop si c'est la muqueuse buccale ou la muqueuse rectale. Là, les rapports anatomiques sont un peu inversés. Dans tous les cas, ça fait des ulcérations comme des gros aftes, un peu indurés avec un enduit un peu blanchâtre.
quand quand il y a des manifestations muqueuses, notamment des angines, qui peuvent être très, très douloureuses, ça peut être une indication d'hospitalisation si la personne n'arrive pas à boire et à manger tellement elle a mal. On a eu une hospitalisation dans le service dans ce contexte il y a quelques semaines déjà. Il n'y a pas eu de traitement particulier, juste l'hydrater, donner un peu de traitement symptomatique pour faire diminuer le gonflement, les douleurs, et puis hydrater voilà, le temps qu'il puisse remanger. Au niveau génital, on a eu une hospitalisation pour des douleurs anales hyper intenses, hospitalisation de quelques jours. Pareil, on a fait un traitement symptomatique le temps que le patient ait moins mal. On avait une troisième hospitalisation pour des lésions non pas très douloureuses, mais très diffuses, et surtout une éruption atypique qui ressemblait aussi à une allergie. Donc, on l'avait hospitalisé pour le diagnostic. Au final, c'était un monkeypox simple mais atypique, sans critères de gravité. Donc, les lésions cutanées, elles restent en place en général 2 à 3 semaines. La moyenne, c'est plutôt 3 semaines. Et la contagiosité, elle commence dès les premiers symptômes, donc dès la fièvre, donc par tous les liquides biologiques et les gouttelettes, et surtout par les boutons. Donc, les boutons, ils sont contagieux tant qu'ils ne sont pas cicatrisés. Donc, même la petite croûte encore présente, elle est contagieuse. Donc, les personnes, on doit leur dire de s'isoler pendant 2 à 3 semaines. C'est une moyenne jusqu'à ce que les croûtes soient cicatrisées. Donc, je vous ai mis un petit encadré à droite. Donc, c'est une infection qui est en général non grave. Des formes graves, on en voit très peu, voire pas du tout. On peut voir des formes atténuées chez les personnes vaccinées dans l'enfance, donc qui sont nées avant 79. J'ai regardé hier, l'obligation vaccinale, elle s'arrête en 78. Et en 78, vu que la fin de la variole, c'est 78, il y avait déjà la moitié de la population qui n'était pas bien vaccinée. Donc, on se dit qu'avant 76, très probablement, les personnes sont vaccinées. Entre 76 et 78, on ne sait pas trop, donc c'est au cas par cas. J'avais vu un patient d'une soixantaine d'années, je crois, qui avait un monkeypox avéré, vacciné une fois dans l'enfance. Il avait une lésion là qui était croûteuse, qui était assez tendue, qui faisait 2 cm, mais pas douloureuse, pas très symptomatique. C'était coincé dans la barbe, donc ça ne se voyait pas trop. Et une lésion anale, donc c'était juste une petite vésicule, pas très douloureuse, pas très sensible. Donc il y a vraiment des formes atténuées chez les personnes vaccinées, même vaccinées donc depuis longtemps. Comme je vous l'ai dit, il y a des formes très douloureuses qui peuvent être des indications d'hospitalisation. La plupart du temps, ça ne l'est pas. Et il y a beaucoup de formes peu symptomatiques. Pour les formes totalement asymptomatiques, a priori, il y en aurait eu quelques-unes. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos, enfin pas d'infos plus précises que potentiellement quelques-unes. Dans tous les cas, la contagiosité, elle est notamment sur les lésions cutanées. Donc pour les complications, on n'en voit quasiment jamais. Enfin, moi, en l'occurrence, j'en ai vu aucune. Donc, qui seraient les populations à risque? Ce seraient les femmes enceintes, les enfants qui font des formes plus sévères et les personnes immunodéprimées. Donc, immunodéprimées, par exemple, greffées d'organes qui prennent un traitement qui diminue l'immunité, donc le traitement anti-rejet. Personnes qui seraient sous corticothérapie à forte dose pendant longtemps, donc sous cortisone. Personnes vivant avec le VIH, on dit que moins de 200 CD4 par analogie avec d'autres infections, on a estimé un seuil à 200 T4 qui est un seuil qui est arbitraire, et qu'à moins de 500, entre 200 et 500, on ne sait pas trop, mais probablement il n'y a pas un gros risque, et au-dessus de 500, pareil que la population générale. Les complications à redouter, ça serait des complications oculaires ou digestives et surtout neurologiques. J'ai eu vent de 2 encéphalites qui ont été fatales en Espagne. Donc, complications neuro à redouter. Dans ces cas-là, on conseille aux patients de se surveiller et à la moindre anomalie neurologique, notamment survenue d'une confusion ou d'un déficit musculaire ou quoi, de consulter en urgence, d'appeler le 15. Dans ces cas-là, donc une hospitalisation, un avis d'expert, puisqu'on n'en a pas vu. Donc, il faut qu'ils soient hospitalisés en maladie infectieuse, qu'on se réunisse en groupe et qu'on décide de ce qu'on fait. Il y a notamment un traitement curatif, c'est le tecovirimat, qui existe et qui est déjà dispo. Donc, c'est comme le vaccin, c'est un stock d'État. Donc, il ne peut pas être distribué en ville. Il faut vraiment que ce soit un service particulier qui le demande pour être livré à la pharmacie et livré dans le service. Donc, comme je vous l'avais dit, à l'heure actuelle, aucun décès rapporté en France. Et il y a eu 2800 cas confirmés déclarés, sachant qu'il y a plein de cas non confirmés, notamment par une PCR, mais un diagnostic
vraiment typiques. Et il y a aussi des cas qui n'ont pas eu de déclaration obligatoire. Mhm. Donc le chiffre est sous-estimé. C'est ça, largement. Du coup, comment savoir, effectivement, comment savoir? Donc on vient de parler de PCR, effectivement, sur les lésions directement des personnes. Autrement, il y a aussi tout simplement le diagnostic clinique qui va être fait en fonction des symptômes de la personne. Euh, mais ce qu'on dit aussi, nous, aux personnes qu'on rencontre sur le terrain, c'est de s'auto-observer. Et effectivement, de s'auto-observer en cas apparition, comme Jordan vous a dit, de fièvre, mais elle peut ne pas être chez tout le monde, de maux de tête, de maux de gorge, de douleurs musculaires. Voilà, dès qu'on a le moindre symptôme, effectivement, de prendre contact avec le 15, un CJ ou son médecin, pour qu'un diagnostic puisse être posé, soit un diagnostic clinique qui reprend l'histoire du coup du patient, soit un diagnostic par PCR directement avec un prélèvement sur les vésicules directement de la personne. Ce qu'on souhaitait aussi dire aujourd'hui, c'est le message à faire passer aux personnes, c'est de prendre des rendez-vous en indiquant qu'elles viennent pour une suspicion de monkeypox, puisqu'on a eu des cas en Cégide, des cas de personnes qui arrivaient sans précaution particulière, en disant au médecin je pense que j'ai le monkeypox, alors que effectivement le médecin, quand il y a une suspicion de monkeypox, doit respecter tout un protocole pour le prélèvement et l'auscultation. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose du coup, Jordan? Ouais, au début de l'épidémie, comme il fallait que l'ARS comptabilise les cas et qu'on voulait avoir un nombre exact et aussi une localisation des clusters, etc., on faisait toujours le prélèvement qui était envoyé dans différents labos, donc ça prenait du temps, avec toute l'anxiété que l'attente du résultat impose aux patients. Actuellement, le diagnostic clinique peut être vraiment suffisant, puisque souvent les histoires sont assez stéréotypées, et on a la chance que les boutons soient assez typiques, enfin en tout cas assez reconnaissables, et des localisations qui ne sont pas habituelles. Aussi, la PCR actuellement, on l'a fait au CHU là, à Montpellier, c'est fait à Saint-Éloi, donc nous, le résultat, on l'a le jour même. Donc c'est assez pratique. Donc ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est que s'il n'y a pas de doute, on ne voit pas les patients, parce que ça ne sert à rien de... Enfin, c'est dommage de s'exposer au monkeypox, et puis ça demande pas mal de temps, d'organisation, de logistique, et de nettoyage des salles d'examen. Donc, s'il n'y a pas de doute, on rassure les patients, on ne leur dit pas de prélèvement parce que pas de doute, on leur donne toutes les consignes et de nous appeler, bien sûr, s'il y a un souci. Il y a certains cas pour lesquels on fait toujours une PCR, on veut toujours voir les patients. Pour l'instant, si c'est une suspicion chez une femme, vu qu'il y a eu une quarantaine de cas, je crois, féminins, pour l'instant, on préfère tous les voir et toujours faire une PCR pour ne pas passer à côté d'un autre diagnostic, comme une primo-infection herpétique, par exemple, et pour être sûr qu'il n'y ait pas, je sais pas, des circonstances à surveiller ou des clusters féminins ou un mode de contamination qu'on n'aurait pas perçu, ou ce genre de choses. Donc, pour l'instant, toutes les femmes, on préfère les voir, en tout cas les prélever, et donc voir s'il y a une éruption chez le conjoint et faire une petite enquête, sachant que l'enquête, elle doit être très prudente, parce qu'il ne faut pas suspecter le conjoint d'être allé voir ailleurs, de s'être tapé des mecs, etc. Donc, il ne faut pas rentrer dans trop de conclusions hâtives. C'est dangereux pour tout le monde et ça profitera à personne. Et aussi chez les enfants, au début de l'épidémie, on a eu beaucoup d'avis pédiatriques sur des varicelles, en fait, varicelles des enfants assez typiques. Est-ce qu'on fait un prélèvement monkeypox? Ben, pas trop, vu que la varicelle, c'est hyper fréquent chez les enfants et que devant un diagnostic typique, on ne fait pas de prélèvement pour la varicelle. On préférait ne pas faire de prélèvement monkeypox pour ne pas stresser les médecins, les parents, les enfants, et qu'au moindre doute, on en discute et on prélève s'il y a un doute. Et il doit y avoir une enquête s'il y a un prélèvement, s'il y a un monkeypox pédiatrique, donc il faut voir quel mode de contamination, etc. La PCR, juste, bon, c'est un détail technique, mais elle se fait idéalement sur une vésicule qu'on perce nous, puisque c'est le fond de la vésicule qui a une bonne charge virale, enfin qui a beaucoup de quantité de virus. Et on peut aussi faire la PCR sur une croûte. Il y en a, c'est un peu moins bien,
mais ça marche aussi. Du coup, on vous a fait une diapo que faire en cas de suspicion de monkeypox. Donc, effectivement, on a appelé le 15. Alors maintenant, il n'y a pas que le 15 qu'on peut appeler. On peut appeler aussi les CGID, on peut appeler aussi son médecin généraliste. Mais au tout début de l'apparition du monkeypox, on avait spécialisé, enfin, on avait vraiment orienté vers le 15. Surtout, en fait, faire un diagnostic clinique ou par PCR et s'isoler. S'isoler, demander un arrêt de travail si besoin, essayer de s'isoler au maximum dans son habitat. Alors, c'est encore une fois, hein, comme je disais tout à l'heure, des fois, ça peut être plus problématique que d'autres quand on vit en colocation ou autre. En tout cas, si on vit en colocation, on va utiliser vraiment des techniques de réduction des risques avec cacher les croûtes, utiliser des vêtements amples, mettre des pansements sur sur les croûtes, enfin sur les vésicules, et désinfecter tout ce qui aurait pu, tout ce qu'on peut toucher. Donc désinfecter déjà ses mains, mais désinfecter aussi toutes les surfaces qu'on va toucher pour éviter la transmission. Bien sûr, on va éviter enfin, on va dormir seul dans la mesure du possible. Porter des masques quand on doit, si on est obligé de sortir de chez soi. Ne pas partager son linge, comme on le disait tout à l'heure, hein, le linge, la vaisselle, les ustensiles de toilette. Éviter tout contact avec les personnes les plus vulnérables, donc les femmes enceintes ou les enfants, vraiment éviter plus les contacts avec ces personnes-là. L'isolement, Jordan l'a dit tout à l'heure, hein, c'est jusqu'à la cicatrisation des lésions, en général environ 21 jours. Ce qu'on a, donc prévenir ses partenaires, hein, ce qu'on appelle la notification aux partenaires, c'est dans tout type d'infection sexuellement transmissible, effectivement prévenir ses partenaires pour qu'ils puissent s'auto-observer et réagir vite en cas d'apparition de symptômes. Qui puisse aussi qu'on puisse vacciner les cas contacts. Je crois, Jordan, tu m'arrêtes si je me trompe, on vaccine toujours les cas contacts aujourd'hui. Donc, toute personne avec qui on aurait été en contact, avec qui on aurait eu un rapport sexuel, peuvent avoir accès à la vaccination. Mais il y a aussi des techniques de réduction des risques qui sont hautes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a repéré quand même le virus du monkeypox dans le sperme. Donc, du coup, le port du préservatif est quand même recommandé, même si les personnes sont sous PrEP, on recommande quand même pendant 2 mois après guérison le port du préservatif. Et Jordan vous l'a très bien dit, hein, ne pas être en contact avec des animaux domestiques pendant cette période, les faire garder par quelqu'un d'autre. Et en tout cas, si jamais il y a une suspicion de monkeypox pour l'animal de compagnie, le faire tester par un vétérinaire, mais surtout prévenir le vétérinaire qui a une suspicion de monkeypox avant de l'emmener. Pendant toute la durée de la maladie, on l'a tous vu, hein, pendant le Covid, l'isolement, les confinements, c'est quelque chose qui peut être difficile sur notre santé mentale. Du coup, il y a des lignes téléphoniques qui se sont créées comme Monkeypox Info Service, mais aussi des groupes sur des applications comme Telegram, qui est une application où les gens peuvent communiquer, et il y a un groupe Monkeypox qui est je sais pas comment, autogéré par l'association Aide, qui peut vraiment permettre un soutien psychologique aux personnes qui sont porteuses du monkeypox. Maison de vie, bonjour, demande s'il y a un retour sur l'efficacité de nettoyer les linges à plus de 60 degrés. Oui, effectivement, c'est ce qu'on recommande nous aussi à nos établissements où il y a de la sexualité, hein. Donc, du coup, il y a des prêts de serviettes. Donc là, il y a un grand risque, effectivement, de transmission indirecte. Et effectivement, on conseille de nettoyer en fonction des types de textiles, mais effectivement de nettoyer à plus de 60 degrés les serviettes de toilette, les draps et les vêtements. Tout à fait.
Le traitement, comme Jordan vous l'a dit, il y a un traitement qui peut exister, mais qui est très spécifique en cas de vraiment de grosses problématiques. Sinon, on est plutôt sur des traitements qui sont de l'ordre de la gestion de la douleur, pour le coup, pour les personnes qui auraient un monkeypox douloureux. Je peux juste préciser deux, trois trucs. Vas-y, dis-moi, vas-y. Pour l'isolement, souvent, du coup, ça tombe chez des personnes qui sont actives, qui ont un travail. Donc, soit on leur propose du télétravail, puisqu'ils sont en capacité de travailler, soit un arrêt de travail. On leur fait d'emblée pour 21 jours. Et si jamais ils ont cicatrisé les lésions avant la fin de l'arrêt de travail, ils peuvent retourner au boulot, mais il faut valider par le médecin traitant pour qu'il fasse une petite note, je crois, sur l'arrêt de travail, quelque chose comme ça. Et au niveau du traitement symptomatique, il y a des protocoles qui sont faits, qui sont expliqués sur le site SexoSafe, et c'est vraiment bien fait. C'est très accessible, c'est de la prose, qui se lit bien, c'est pas du tout médical. Et pas mal de conseils, même très pratiques, auxquels on pourrait ne pas penser, comme mettre de la crème solaire sur une fois que les croûtes sont tombées, pour éviter la pigmentation des cicatrices et que ça reste dans le temps. Et juste un autre mot pour les urgences, pour l'appel au 15. Je déconseille plutôt l'appel au 15 à l'heure actuelle, sauf urgence. J'en ai parlé à un des urgentistes qui fait de la régulation hier. Ils ont 1500 à 2000 appels par jour, donc une moyenne de 3 minutes. Et les gens sont de plus en plus désagréables. Ils m'ont dit qu'ils se faisaient insulter une fois sur 3. Ah ouais. Donc je pense qu'en fin de journée, l'appel monkeypox, ils s'en foutent un peu. Enfin, pas ils s'en foutent, mais ils n'ont plus la capacité psychologique de répondre aux questions. Donc les Cégide ou le Mythe ou Monkeypox Info Service peuvent bien répondre aux questions. Et sur Internet, il y a plein de documents hyper bien faits. On mettra les liens après, de Santé publique France, où il y a des documentations qui sont synthétiques, qui sont claires. Il y a SexoSafe avec des infos plus pratiques pour les usagers. Il y a l'HAS, il y a plein de sources. Du coup, Jordan, on traite peut-être les questions maintenant, si ça te va. Oui, je Il pense y a que qui doit être considéré comme cas contact. Donc, pour le cas contact, en tout cas aujourd'hui, si ça n'a pas changé, Jordan, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est toute personne qui a eu un rapport prolongé ou un rapport sexuel avec une personne porteuse du monkeypox. Et c'est toute personne ayant eu un contact non protégé par un masque, par exemple, à moins de 2 mètres pendant 3 heures. Donc, c'est quand même enfin voilà, c'est outre sexualité, c'est rare d'avoir un contact enfin voilà, dans le cadre du travail, toute personne ayant un contact non protégé de moins de 2 mètres pendant 3 heures, dans le cadre du travail, on est rarement considéré en général comme cas contact. Il y avait le public sans domicile ou fréquentant les CARUD, est-il concerné par les vaccins? Aujourd'hui, non, du coup, sauf si personne qui travaille dans le sexe, personne homme ayant des rapports sexuels. Mais on va faire un petit point sur la vaccination après. Mais aujourd'hui, la vaccination, c'est hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes multipartenaires, personnes trans multipartenaires, personnes travaillant dans des établissements avec de la sexualité multiple et travailleurs et travailleuses du sexe. Donc pour l'instant, non, les personnes des CARUD ne sont pas du coup considérées, sauf si en plus ils appartiennent à ces catégories. Et la deuxième question, pas toujours facile d'isoler son animal de compagnie. Peut-on le faire vacciner? Eh bien ça, je n'ai pas la réponse. Jordan, je te laisse. Alors là, la vaccination animale contre la variole du singe, aucune idée. À mon avis, non. Ouais, je regarderai, mais je dirais plutôt non. On essaiera de vous apporter une réponse plus précise du coup. Et donc, du coup, les cicatrices disparaissent-elles après la maladie? C'est un peu ce que Jordan disait. Effectivement, ce qu'on recommande aussi aux personnes, c'est de se couper les ongles pour éviter de gratter, puisque plus on va gratter, plus on va laisser des cicatrices. Et du coup, après, comme Jordan disait, là, utiliser des crèmes solaires, tout ça, pour éviter que les cicatrices perdurent. La plupart du temps, où il n'y a pas trop de traces, comme pour la varicelle, souvent il n'y a pas trop de cicatrices. Mais là, par exemple, un patient que j'ai vu ce matin, non, hier, il m'a dit qu'elle n'avait aucune cicatrice.
Donc, sur les mesures de prévention, du coup, je vous l'ai dit, hein, la désinfection régulière des surfaces, des mains, les ports de vêtements couvrants, ça c'est vraiment important, et notamment potentiellement pour les personnes justement qui vivent en squat ou qui auraient du mal à s'isoler. Essayer de, peut-être ça peut être une réduction des risques, en tout cas de se couvrir le maximum. Euh, le port du masque, la distance, éviter les contacts, comme pour la Covid. Là, j'en parle beaucoup parce que nous, on travaille, ENIPS, comme d'autres associations, on travaille au Cap d'Agde, et je vois les gens effectivement à moitié nus se toucher être en contact très serré, et les corps se touchent effectivement. Et là, ça serait bien de réduire en tout cas ces contacts-là. Réduire le nombre de rapports sexuels, alors ce qui peut être très compliqué, hein, réduire le nombre de contacts sexuels quand on est travailleur ou travailleuse du sexe, quand on a une addiction à la sexualité. Ça peut être hyper compliqué en termes de messages de réduction des risques, mais malheureusement, tant qu'on n'est pas vacciné, c'est un des messages quand même importants à faire passer: réduire le nombre de partenaires, ou peut-être trouver un partenaire un petit peu plus régulier pendant le temps de l'épidémie, on va dire, le temps où le monkeypox est présent. Euh, Vraiment s'auto-observer, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je crois que c'est vraiment un message qui est hyper important. Et réduire aussi ses contacts avec les fluides, que ça soit le sperme ou la salive. Effectivement, réduire, comme on sait que le virus est présent dans ces fluides, réduire le contact avec ces fluides-là. Laver les choses à plus de 60 degrés, on l'a dit. Voilà. Et du coup, après, on avait vraiment le focus vaccination. Je vais le laisser le faire à Jordan. Il sera beaucoup plus performant que moi sur la vaccination. Donc, du coup, là, les indications de la vaccination c'est très cadré. Donc, les cas contacts, c'est toujours une indication de la vaccination. Idéalement, moins de 4 jours après le contact. C'est là où le vaccin est le plus pertinent, on va dire, jusqu'à 14 jours après le contact, puisque après 14 jours, on a passé le délai d'incubation, donc il n'y a plus trop d'intérêt. On propose surtout la vaccination du coup préventive chez les HSH et personnes trans qui rapportent des partenaires multiples. Il n'y a pas de définition particulière de partenaires multiples, c'est du déclaratif. Donc, si une personne se considère comme en ayant des partenaires multiples, elle est éligible. Il n'y a pas de seuil, il n'y a pas de 3 par semaine, 3 par mois, 3 par an. Peu importe, c'est du déclaratif. Les travailleurs et travailleuses du sexe et les professionnels qui exercent dans les lieux de consommation sexuelle. Donc, c'est dit comme ça, j'ai vu que c'était un terme officiel, que je trouve un peu horrible. Et aussi au cas par cas, donc, par exemple, le personnel du CEGID qui est exposé notamment aux consultations consultations monkeypox, mais dont on ne savait pas qu'ils étaient potentiellement infectés. C'est des bons candidats à la vaccination. Il y avait une question pour les ostéopathes ou les kinés qui sont en contact peau à peau avec les patients. Je pense que c'est une bonne indication. Ça fait partie du cas par cas. Ça dépend, j'imagine, de la patientèle. Mais je pense que ça peut être une bonne indication. Ensuite, le schéma vaccinal. Actuellement, donc une personne qui n'a jamais été vaccinée, c'est J1, J28. Donc J1, c'est-à-dire le jour du premier vaccin. Et le rappel, c'est au moins 28 jours après le premier. Donc ça peut être 29, ça peut être 50. Ce qu'il faut, c'est que ce ne soit pas avant le 28e jour, parce que sur les vaccins, l'efficacité du rappel, elle est diminuée si le rappel est trop précoce. Donc on peut être en retard, mais pas en avance. Ça marche pour tous les vaccins. Quelqu'un qui a déjà été vacciné, donc qui est né avant, on va dire, 76-77, un seul vaccin, donc c'est équivalent d'un rappel, et après il est protégé à partir du 7e jour après cette nouvelle injection-là. Chez les personnes immunodéprimées, au sens général, ou alors vivant avec le VIH avec moins de 200 CD4, on propose 3 injections, donc J1, J28 et J54. Il n'y a pas de contre-indication à la vaccination, donc quelqu'un qui est très immunodéprimé
ce n'est pas une contre-indication. Et hormis les allergies aux composants du vaccin, l'efficacité vaccinale, elle est estimée, là, de ce que j'ai lu, à 85%, 2 semaines après le rappel, donc 2 semaines après le J28. J'avais vu quelques données, enfin j'avais entendu des données, mais ça ne me paraissait pas très officiel. Donc pour l'instant, en tout cas, ce qui est dit pour le grand public, c'est 2 semaines après le rappel. Voilà.